C'est moi qui compte, oui. Exact. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints, le professeur Jean-Michel Donier et moi-même, pour ce nouveau webinaire destiné à vous informer au niveau des maisons de repos et de soins et des institutions collectives de soins sur les données qui permettent de se forger son opinion personnelle et nous l'espérons d'être convaincus que la vaccination est un élément essentiel pour nous sortir de la crise que nous traversons, mais aussi une magnifique opportunité de se protéger et de protéger les autres. Alors, je vais vous mettre en ligne ma présentation. J'espère qu'elle sera... Oula, où est mon... Où suis-je? Voilà. 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 Et j'espère que cette fois-ci, vous me voyez correctement. Tout va bien? Oui, c'est parfait, M. Ambert. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, peut-être d'abord un petit rappel historique pour se rendre compte, parce que comme on est dans une crise sanitaire exceptionnelle, on oublie que la vaccination est une arme de santé publique banale, de très, très grande utilité et qui a de nombreuses lettres de noblesse à son actif, et que la crise d'aujourd'hui peut être rencontrée par la vaccination comme beaucoup d'autres avant elle. Alors, tout petit rappel historique très court, c'est au 19e que d'abord un médecin anglais qui constate que les fermiers qui sont au contact de vaches qui ont une maladie de cet animal qu'on appelle la vaccine sont protégés, semble-t-il, de son observation contre la variole, maladie épidémique terrible qui fait des ravages énormes à l'époque en Europe. Et donc, il se dit qu'il y a dans cette maladie de la vaccine une substance qui protège contre la variole et il a l'idée d'inoculer, de vacciner, et c'est de là que vient le terme, vacciner, de vaca la vache et de la vaccine qui est cette maladie naturelle, un jeune garçon et de montrer sa protection contre la variole. Et c'est de là que vient le terme de vaccination. Mais le père de la vaccination, c'est incontestablement Louis Pasteur. Pourquoi? Parce que Jenner, lui, il utilise une proximité tout à fait exceptionnelle entre une maladie animale et une maladie humaine, tandis que Louis Pasteur, il développe l'idée de se servir de chaque maladie indépendamment pour modifier le microbe, le rendre non agressif pour nous et de cette façon mettre sur pied un processus qui peut être répété avec toutes sortes de maladies, aujourd'hui la Covid-19 comme une autre. Et donc tout le monde connaît cet épisode historique où un petit garçon mordu par un chien enragé est vacciné par Louis Pasteur avec le microbe de la rage atténué, qu'il a atténué en laboratoire, en profitant de cette particularité de la rage que le temps d'incubation entre la morsure du chien enragé et l'apparition de la maladie est très long, plus de 2 mois. Et donc Pasteur utilise cet intervalle particulier pour vacciner après la morsure le jeune garçon qui va en réchapper alors que c'est une maladie considérée comme pratiquement mortelle de manière à 100% à l'époque. Donc c'est ça le principe de la vaccination. C'est un principe au fond assez simple. Nous savons que la plupart du temps, quand nous sommes en contact d'une maladie infectieuse, nous en guérissons grâce à une réaction de notre organisme qu'on appelle la réaction immunitaire qui prend un certain temps à se développer mais qui après détruit l'agresseur, l'agent infectieux et nous permet de retrouver la santé. Et une fois que ça a été fait, la plupart du temps, nous avons une
une mémoire immunitaire qui fait que quand le même microbe se présente une deuxième fois, nous réagissons suffisamment vite que pour ne pas avoir de symptômes de la maladie. Et donc, vacciner, c'est mimer la maladie sauvage chez la personne qu'on vaccine pour qu'elle déclenche la réaction immunitaire et qu'elle soit prête à réagir lorsque le microbe sauvage viendra à son contact, sans pour autant devoir faire la maladie et donc éventuellement faire une maladie grave ou même en mourir. Et le nombre d'exemples d'utilisation de cette vaccination depuis la fin du XVIIIe est évidemment impressionnante. Peut-être la plus grande victoire de la santé publique à travers la vaccination, c'est l'éradication de la variole, programme de l'OMS qui a pris toute la seconde moitié du XXe siècle. Et le 8 mai 1980, l'OMS a officiellement annoncé l'éradication définitive de la variole. La dernière grande épidémie a eu lieu en Inde dans les années 70 et a tué en quelques semaines plus de 80 000 personnes. Beaucoup de maladies dont on ne parle plus aujourd'hui, qu'on ne rencontre plus ou de manière anecdotique, la rage, on en a parlé, le tétanos, la fièvre jaune, la poliomyélite, aussi une maladie qui a encore été, dont moi je me souviens comme enfant d'avoir vu encore des gens clopinant avec une atrésie des muscles suite à une atteinte poliomyélite. On ne rencontre plus ça chez nous aujourd'hui. Et alors les maladies infantiles, je vous rappelle que la rougeole tue toujours dans le monde des enfants qui n'ont pas la chance d'être protégés par la vaccination, alors que chez nous, c'est une maladie dont, à part quand les parents oublient, entre guillemets, de vacciner, on ne parle presque plus. Alors, un élément que je voulais aborder avec vous avant de venir dans le vif du sujet, c'est aussi attirer votre attention sur une affirmation qui pourrait être dangereuse, qui est erronée, qui est de dire la Covid, c'est jamais qu'une sorte de grippe. On va voir le nez qui coule, un peu de température, mal aux muscles, et puis c'est fini. La vérité est que l'agressivité d'une maladie ne dépend pas seulement de ce qu'on appelle son taux de létalité, combien de gens elle va tuer. Et pour vous illustrer ça, j'ai pris la comparaison de deux épidémies assez bien connues du grand public, l'épidémie de grippe espagnole de 1918 en Europe, c'est une grippe. Et donc, 97 personnes sur 100 à l'époque qui ont été infectées ont guéri, et 3 seulement sur 100 en sont mortes. Et je l'ai comparé avec la maladie d'Ebola, qui est une épidémie qui est sévie aujourd'hui en Afrique depuis le début des années 2010, et dont la mortalité est très élevée. Alors, en dehors des traitements, maintenant ça va un peu mieux avec les traitements médicaux, mais en dehors des traitements, c'est 60 à 90% de décès lorsque l'on est infecté par le virus d'Ebola. Et pourtant, Ebola a fait depuis 2013 20 à 30 000 morts, alors que la grippe espagnole, qui pourtant tue a priori beaucoup moins, a fait 50 à 100 millions de morts à l'époque où elle a sévi, simplement parce qu'elle est beaucoup plus infectieuse et que donc le nombre de gens touchés étant incroyablement plus élevé, même si la mortalité est basse, le nombre de gens qui meurent est bien plus élevé dans ce cas-ci que dans l'autre. Et pour donner un parallèle, si on appliquait les mêmes chiffres à l'épidémie actuelle, pour les 11 millions de Belges, on obtiendrait plus de 300 000 décès avec une mortalité à 3%, ce qui montre que ce n'est pas parce que la maladie paraît la plupart du temps bénigne qu'elle ne peut pas être ravageuse. Alors la Belgique lutte comme tous les pays du monde, je pense aujourd'hui, mais en tout cas comme tous les pays d'Europe contre cette maladie, et elle y lutte en utilisant maintenant, depuis début janvier, l'arme de la vaccination
probablement la meilleure, sinon la seule, pour sortir de cette pandémie et retrouver une vie sociale, une vie sanitaire et une vie économique plus normale. Nous sommes un tout petit pays, on aurait eu beaucoup de mal à négocier des vaccins dans la crise actuelle, mais nous avons eu la chance de pouvoir nous inscrire dans une stratégie européenne, dans une négociation commune des 27 pays européens avec l'industrie pharmaceutique, et l'Europe étant un des plus grands marchés du monde, nous avons pu avoir notre part, nous avons exactement les mêmes parts que les autres pays de l'Union européenne en fonction de notre population, des vaccins disponibles, et vous avez entendu combien c'est difficile d'obtenir les vaccins que l'on souhaite. Alors la vaccination a commencé le 5 janvier, elle a commencé par vos institutions, les maisons de repos et de soins d'abord, et maintenant, depuis la semaine passée, nous avons démarré les institutions collectives de soins avec un système assez particulier parce que, et le professeur Donnier va l'expliquer tout de suite, ce sont des vaccins, les vaccins que nous avons, et plus particulièrement le vaccin Pfizer, puisque c'est de celui-là qu'on va parler, sont des vaccins qui nécessitent une conservation très sévère de la chaîne du froid, et donc ils sont conservés dans des frigos à haute valeur de température dans des hôpitaux qui en possèdent partout en région wallonne. On en a 19, et c'est à partir de ces hubs hospitaliers, comme on les appelle, que les vaccins et le matériel pour vacciner est transporté vers vos institutions lorsque vient votre tour d'être vacciné. Alors, nous avons donc commencé le 5 janvier et toutes les maisons de repos, à l'exception de quelques-unes d'entre elles qui avaient un problème pour rentrer dans l'agenda des 3 premières semaines, toutes les maisons de repos de la région wallonne ont été visitées une première fois pendant ces 3 semaines. Et pendant cette première visite, on avait les doses de vaccins qu'on pouvait. Et donc, on a vacciné tous les résidents qui demandaient à être vaccinés et on a vacciné une partie du personnel qui désirait être vacciné, mais malheureusement pas tout le monde. Et donc, à partir de la semaine actuelle, nous revenons dans les institutions. Donc, cette semaine, nous sommes revenus dans les institutions qui ont été visitées la semaine du 5 janvier pour administrer la deuxième dose aux personnes qui avaient été vaccinées la semaine du 5 janvier, mais aussi pour donner la première dose aux personnes qui souhaitaient être vaccinées et qui soit ne l'avaient pas pu, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de doses, ou parce qu'ils étaient malades, ou parce qu'ils étaient absents, ou qui hésitaient à l'époque et qui ont changé d'avis et souhaitent maintenant être vaccinés. Et on voit, et c'est surtout parmi le personnel que cette hésitation vaccinale était importante, on voit que l'adhésion à la vaccination progresse. On a, par rapport à la semaine du 5 janvier, 2 fois plus de membres du personnel qui demandent à être vaccinés lors du passage de cette semaine-ci. Et donc, on reviendra une 3e fois pour donner à ceux qui auront eu leur première dose ces 3 semaines qui viennent, la semaine en cours et les 2 semaines qui viennent, on repassera pour vacciner complètement les personnes qui auront eu leur vaccin qui commence cette semaine-ci. Alors, cette semaine-ci, nous avons aussi démarré un petit nombre d'institutions collectives de soins dans le secteur du handicap en premier, avec les doses disponibles. Et vous avez entendu que nous sommes mis à la diète en ce qui concerne les vaccins. Et donc, on a dû ralentir le nombre de maisons visitées pour vacciner. Néanmoins, nous n'interromprons pas et nous n'interromprons pas dans les semaines qui viennent la vaccination des institutions collectives de soins. En réalité, nous menons à partir de la semaine passée 3 programmes de front. Le programme des maisons de repos qui va encore durer jusqu'à fin février, début mars. Non, je dis des bêtises, qui va durer
jusque donc la semaine du 8 février, nous ferons le dernier tour de la première dose dans les maisons de repos qui ont été vaccinées pour la première fois la semaine du 18. Et donc, à partir du 15 février, nous allons faire le troisième et dernier passage dans les maisons de repos et de soins. Et donc, c'est la première semaine de mars que nous terminerons entièrement le programme de vaccination des maisons de repos et de soins. Donc, je pense qu'il faut mesurer l'importance de ce moment, puisque nous aurons la protection de l'ensemble, alors quasiment l'ensemble des résidents. On est plus de 80% des résidents ont demandé d'être vaccinés, et maintenant nous avons plus de la moitié du personnel qui le demande. C'est encore trop faible, on reste avec l'espoir de convaincre plus, mais on progresse très bien dans l'adhésion à la vaccination, et c'est une bonne chose, et je pense que c'est ce que raisonnablement il faut faire. Les institutions collectives de soins, on a commencé cette semaine-ci, et là, on s'attend à une dizaine de semaines, là aussi, de programmes pour faire l'ensemble de leur vaccination. En même temps, nous avons commencé la vaccination du personnel médical et du personnel de soins. Les infirmières, les infirmiers et les médecins dans les hôpitaux ont commencé à être vaccinés, mais là aussi avec un ralentissement dû au manque de doses. Néanmoins, le programme progresse, et un des éléments essentiels pour convaincre que si nous avons été convaincus qu'il faut se vacciner, on peut penser que nous devrions être capables de transférer les raisons qui nous ont poussés à cette conclusion. Et pour cela, je cède la parole au professeur Jean-Michel Donnier, qui est professeur à l'université de Namur et qui est un des experts européens les plus écoutés dans le domaine de la sécurité des vaccins, puisqu'il siège à la fois dans notre institution nationale, à l'Union européenne, dans l'Agence européenne du médicament, mais aussi au Conseil de la sécurité vaccinale de l'OMS. Et donc, je le remercie encore une fois de nous consacrer de son temps précieux pour partager son expérience et ses connaissances dans le domaine du vaccin. Jean-Michel, tu as la parole. Merci Yvon. Je regardais mon GSM puisqu'on est censé recevoir l'avis de l'Agence européenne du médicament pour le vaccin AstraZeneca, et on vient d'avoir les données pour Janssen qui viennent d'être publiées en termes d'efficacité après une dose. Donc on a pas mal, et le vaccin Novavax qui a également été publié. Donc on a 3 vaccins potentiels aussi sur la table, en plus des vaccins dont on va discuter ici, mais celui qui va vous concerner, vous allez voir. Est-ce qu'on voit mon écran? Absolument. Pas encore. Ah, ça y est. Je le diffuse, quelques minutes. C'est bon, fini. Ça y est. Tu le vois? Vous pouvez continuer. Oui, vous pouvez continuer, Monsieur Donnier. Donc, je vous l'ai dit, la problématique du vaccin, c'est qu'on peut avoir différents types de vaccins pour le même virus. Et vous avez certainement entendu parler du virus maintenant et cette fameuse protéine spike, qui est une des glycoprotéines de membrane du virus, qui va être la clé qui va permettre de rentrer au niveau de la serrure de la cellule, puisqu'un virus n'a d'existence que s'il peut rentrer dans une cellule, libérer son matériel génétique, ici un ARN messager, et ensuite reconstituer des formes filles du virus, donc c'est ce qu'on appelle des virions, pour ressortir et affecter d'autres cellules. Et donc ce récepteur est important, mais également cette glycoprotéine P est importante, cette protéine spike, et notamment une région de la sous-unité de la glycoprotéine qu'on appelle une région qui va fixer le récepteur. Et c'est là, on va le voir, qu'il peut y avoir des mutations maintenant dans des formes variantes, qui va améliorer éventuellement l'entrée du virus dans la cellule et donc augmenter peut-être encore plus sa transmission. Et donc, une fois que le virus, à un moment, se retrouve dans la circulation ou au niveau tissulaire, il peut rencontrer ce qu'on appelle des cellules spécialisées au niveau immunitaire, notamment ici des cellules qu'on appelle présentatrices d'antigènes. Alors, il y en a différents types. C'est des cellules dendritiques, par exemple, qui vont reconnaître le virus également. Le virus va y rentrer. Et dans ces cellules, elles s'appellent présentatrices antigéniques parce qu'elles vont présenter cette fameuse glycoprotéine P à d'autres cellules.
les cellules de la défense, donc les cellules immunitaires, les cellules lymphocytaires T, notamment les cellules lymphocytaires T helper, qui vont faciliter la production d'une réponse immunitaire qui est de deux types. Une réponse immunitaire avec la production d'anticorps, et ce qui est important, c'est des anticorps dits neutralisants, ceux qui vont neutraliser le virus. Et deuxièmement, des cellules lymphocytaires qui vont attaquer directement également le virus, c'est ce qu'on appelle les cellules qui sont infectées par le virus, c'est ce qu'on appelle les lymphocytes T cytotoxiques. Et donc c'est l'ensemble de ces deux réponses immunitaires qui est importante et qui vont rester dans le sang un certain temps pour pouvoir avoir ce qu'on appelle des cellules mémoire, qui fait que si vous êtes réaffecté par le virus, plutôt que d'avoir tout ce processus qui doit être mis en place, elles vont être déclenchées et elles vont de nouveau entraîner une réponse plus rapide. Et donc l'objet de la vaccination, c'est de mimer ce phénomène en empêchant le risque infectieux, puisque vous n'allez pas avoir le virus lui-même qui sera utilisé, en tout cas une forme vivante active, mais différentes formes. Et celui qui vous sera certainement présenté, la bonne nouvelle, c'est que c'est un vaccin qui est particulièrement actif et on ne va pas utiliser de virus. Vous voyez ici, il est représenté ici, c'est un vaccin ARN messager qui contient un ARN. Alors l'ARN, c'est le matériel génétique qui vous permet d'être au sein de la cellule, quand il va rentrer dans la cellule, d'être ce qu'on appelle traduit en protéines. Et quelle protéine? Cette fameuse protéine S, qui va être reconnue également au niveau de cellules présentatrices antigéniques, là où vous injectez le vaccin. Donc ça, c'est très important. C'est au niveau local, au niveau de l'épaule, que se fait cette réaction et se fait ensuite la réponse immunitaire. Cet ARN messager étant très instable, ce qui est important, c'est qu'il doit être protégé dans ce qu'on appelle un nanolipide pour pouvoir protéger de la dégradation, mais également permettre de rentrer dans la cellule. Alors, vous voyez que cet ARN messager, il ne rentre pas dans le noyau où se trouve votre matériel génétique, il est vite dégradé et il est vite traduit en protéines. Et donc, il n'y a pas de risque que ce matériel génétique perturbe votre matériel génétique, je tiens à le souligner ici. Par contre, c'est très instable, raison pour laquelle on utilise des températures ou des moyens de conservation assez spécifiques. Et donc, aujourd'hui, c'est le vaccin, malgré les difficultés d'approvisionnement, qui reste le plus stable quelque part en termes d'approvisionnement. Alors, il fluctue en nombre de doses obtenues par semaine, et on a les informations par semaine. C'est un vaccin qu'on administre en 2 doses et qu'on a acheté en plus grosse quantité aujourd'hui. Et vous allez voir, ça a son intérêt, et c'est le vaccin qui, aujourd'hui, est le plus vieux quelque part, même s'il est tout nouveau, puisque c'est le premier qui a été autorisé par la Commission européenne. Le deuxième qui a été autorisé par la Commission européenne, c'est son petit frère ou sa petite sœur, c'est aussi un vaccin ARN messager, le vaccin Moderna, même type d'efficacité, 95%, il a été autorisé le 6 janvier, donc très récemment. Et celui qu'on espère, l'Agence européenne de médicaments va publier aujourd'hui à 16h30, il va y avoir une déclaration de l'Agence européenne du médicament, c'est le vaccin AstraZeneca. Alors, je vous donne une efficacité qui vient des informations qu'on a au niveau Angleterre, puisqu'il est déjà commercialisé en Angleterre et de publication, mais il faut savoir que c'est un vaccin qui est légèrement moins efficace que les 2 vaccins ARN messagers. On en a également commenté un certain nombre de doses. Par contre, c'est un vaccin qui ne doit pas être conservé à des températures aussi basses que les 2 précédents, surtout que le vaccin Pfizer. Donc, c'est entre 2 et 8 degrés pendant 6 mois. Donc, un peu comme un vaccin classique, un vaccin contre la grippe. Et celui qui vient de publier des résultats aujourd'hui, c'est le vaccin Janssen. Et donc, TBD, c'est to be determined. Et donc, c'est un vaccin dont on a des données d'efficacité aussi qui sont de l'ordre de 66%. Donc, c'est une information qui vient de tomber il n'y a pas longtemps. Et c'est le même modèle. Ce ne sont pas des vaccins ARN messagers, c'est des vaccins à vecteurs viraux dits, entre guillemets, non réplicatifs. Mais donc là, on en a commandé aussi 5 millions, mais lui n'est pas encore sur le marché et l'Agence européenne discutera certainement de ce vaccin dans le premier trimestre, fin du premier trimestre. Un autre vaccin ARN est également en cours de développement, c'est le vaccin CureVac. Et enfin, un vaccin un peu différent qui n'a pas fait l'objet aujourd'hui d'achat, en tout cas détaillé par la Commission européenne, vient également de publier des résultats avec une efficacité non négligeable, c'est le vaccin Novavax. Mais donc, je vais vous parler de celui-là, puisque c'est celui qui va vous être présenté. C'est le vaccin commercialisé par la firme Pfizer en collaboration avec BioNTech, qui a un nom, lui, qui s'appelle Comirnaty. Alors, Comirnaty, c'est pour Covid, mais c'est également pour communauté, parce que la firme a souhaité mettre en avant la collaboration qu'elle avait avec la firme BioNTech, qui est celle qui a fourni l'ARN messager, et RNA, c'est pour justement ce fameux ARN messager qui est le cœur de ce vaccin.
Alors c'est un vaccin très efficace de façon incontestable, et c'est d'autant plus surprenant qu'on n'avait jamais eu de données à grande échelle de ce type de vaccin ARN messager, c'est-à-dire que 7 jours après la deuxième dose, vous avez 95% d'efficacité. Alors ça se traduit par quoi 95% d'efficacité? Ça veut dire que 18 000 personnes qui ont reçu le vaccin, par rapport à 18 000 personnes qui ont reçu un placebo, seuls 8 ont développé des formes symptomatiques de Covid, alors que 162 dans le groupe placebo. Et donc 95%, ça veut dire que vous réduisez à titre individuel et globalement votre risque de la maladie de 95% par rapport au placebo si vous prenez le vaccin. Donc c'est ça que ça veut dire 95%. Et donc c'est particulièrement intéressant. Donc ce qui est important de se rappeler, c'est que même si on parle de 70% nécessaire pour avoir une immunité de masse, et qu'il faudra atteindre ça pour que le vaccin soit efficace, cette affirmation est fausse. Le vaccin est efficace chez chaque personne qui va être traitée. Quand je parle efficace, ça veut dire que chaque personne va avoir un risque de réduire sa maladie de façon significative si elle est vaccinée, indépendamment des 70% de la population qui devrait être vaccinée. Et plus on va vacciner des personnes, moins elles vont tomber malades, moins on l'espère elles vont transmettre le virus, plus on espère avoir une immunité de masse. Et ça a été calculé à peu près 70%. Mais à titre individuel, chaque personne vaccinée réduit son risque de développer la maladie. Si vous roulez en voiture et que vous mettez votre ceinture de sécurité, vous réduisez votre risque en cas d'accident de développer éventuellement des symptômes, puisque ce n'est pas une maladie, mais des séquelles. Donc c'est exactement le même concept. Si vous acceptez ce principe-là, vous acceptez de vous faire vacciner. Il faut néanmoins savoir, et là je crois que c'est important, c'est que dès que vous vous faites vacciner, vous n'avez pas le vaccin qui est efficace directement. Le vaccin est efficace surtout à partir de 2 semaines après la première dose, et c'est surtout après la deuxième dose qu'on a montré cette fameuse efficacité de 95%. Et donc il est tout à fait normal, vous allez le voir, qu'après la première dose, des personnes retombent malades parce que le vaccin n'est pas encore efficace. Donc ça veut dire que des gestes barrières doivent être maintenus non seulement jusqu'à la deuxième dose, mais aussi après la deuxième dose pour 2 raisons. Parce que d'une part, même si le vaccin est efficace chez vous, il se peut quand même qu'il ne soit pas efficace à 100%, donc que vous soyez malade. Et deuxièmement, on n'a pas l'information précise aujourd'hui sur la transmission. Est-ce que vous pouvez encore transmettre le virus? Alors certains me disent, alors c'est stupide de se faire vacciner. Pas du tout, puisque justement le principe de vous faire vacciner, c'est d'abord vous protéger vous de la maladie. Et donc, vous vous protégez vous. Deuxièmement, on a quand même de bonnes intuitions de savoir que si vous avez moins de symptômes, vous avez une charge virale moindre et vous êtes moins à risque de transmettre la maladie. Mais donc, de grâce, oui, il faut se faire vacciner pour se protéger soi, en espérant protéger plus d'autres personnes, et plus de personnes seront vaccinées, plus c'est mathématique et épidémiologique, on espère réduire le risque de la maladie. Ce vaccin est efficace quels que soient les groupes d'âge, aussi chez les plus de 65 ans, chez les plus de 75 ans, avec des nombres beaucoup plus faibles, mais une efficacité qui est quand même encore remarquable, et dans différents groupes. Ça veut dire si vous avez des maladies sous-jacentes, il n'y a aucune contre-indication à la vaccination. Quel que soit votre niveau de comorbidité, c'est ce qu'on appelle des maladies sous-jacentes, ça peut être des diabètes, ça peut être des individus obèses, ça peut être des individus en maladies chroniques pulmonaires, cardiovasculaires ou des formes cancéreuses, on garde des efficacités très remarquables. Alors, le prix à payer de cette efficacité, ce n'est pas des événements indésirables graves ou majeurs dans une proportion de population importante. Ça veut dire qu'on a des événements indésirables, ce qu'on appelle des effets secondaires, qui sont normaux, qui sont fréquents, associés à la vaccination. Et donc, vous savez tous que si vous vous faites vacciner, ce sont des réactions inflammatoires locales avec des douleurs locales qui peuvent monter dans 80% des cas. Donc, effectivement, c'est fréquent, mais la plupart sont légers à modérés. Et dans 1 à 2% des cas, on peut avoir des formes un peu plus sévères, ça veut dire des douleurs un peu plus importantes. On a également des réactions systématiques, on peut avoir des fièvres, on a notamment des maux de tête qui peuvent apparaître, ou des myalgies, ou de la fatigue dans 50-60% des cas, mais de nouveau, généralement léger à modéré, c'est moins fréquent chez les plus de 55 ans, et plus de réactions apparaissent après la deuxième dose. Alors, pour vous resituer l'intérêt de ces vaccins ARN messagers, on est vraiment dans des efficacités très très importantes, de l'ordre des vaccins très efficaces contre la rubéole ou la rougeole. Il faut savoir que les vaccins contre la grippe sont d'habitude moins efficaces. Je vous ai parlé de vaccin AstraZeneca qui est discuté actuellement.
ce sera des efficacités poolées de l'ordre de 70%, c'est ce qui est mentionné, et dans les groupes de doses qu'on va utiliser, ce sera certainement compris entre 60 et 70%. Je vous ai dit que le vaccin Janssen, après une seule dose, on avait déjà 66% d'efficacité, donc c'est déjà très très significatif. C'est au-delà de vaccin contre la grippe, et c'est très significatif dans le sens où ça permet d'avoir une protection déjà très significative à titre individuel. Alors, un événement indésirable est apparu après commercialisation, c'est quelques cas d'hypersensibilité ou d'anaphylaxie. C'est la raison pour laquelle vous verrez après vaccination, vous êtes surveillé avec du matériel adéquat pendant au moins 15 minutes pour éviter d'avoir, en cas d'anaphylaxie, l'absence de traitement. Donc là, vous serez suivi. Alors, c'est des cas très rares. Hein. C'est des cas qui apparaissent avec le vaccin Pfizer dans un cas sur 100 000, peut-être encore moins avec le vaccin Moderna, mais un cas sur 100 000, c'est donc excessivement rare. Et on ne vous vaccinera pas si vous avez une maladie fébrile sévère aiguë, ça veut dire une température très importante, ou une infection aiguë sous-jacente. Vous ne serez pas vacciné dans ces conditions-là, mais vous serez reporté, ça veut dire que la vaccination sera reportée. Alors, je terminerai juste par quelques informations très concrètes. Protection contre les mutations. Vous savez qu'il y a deux variants qui nous inquiètent actuellement. Un variant qui sera certainement le variant dominant en Belgique, peut-être fin février, qui est le variant anglais. C'est un variant qui nous inquiète parce que, je vous l'ai dit, la variation qui est faite, la mutation, il y a une mutation dans ce qu'on appelle la partie clé du récepteur qui fait qu'il est un peu plus contagieux, mais pour les vaccins ARN messagers, on a montré que les anticorps produits par les vaccins étaient encore efficaces contre ce variant anglais. Donc c'est une bonne chose, donc même si ce variant anglais devient la forme la plus prévalente chez nous, le vaccin sera encore efficace. Le variant sud-africain, c'est un peu plus problématique. C'est de nouveau une combinaison de mutations qui se font dans cette fameuse région qui est importante. Lui, il le rend également problématique parce qu'il peut entraîner une résistance par rapport aux anticorps naturellement produits quand on a déjà fait la maladie et une diminution de l'efficacité des vaccins. Ça a été montré en tout cas de façon significative avec certains vaccins ARN messagers, mais qui sont quand même, on l'estime, encore efficaces en termes de production d'anticorps pour contrecarrer cette forme sud-africaine. Mais ça veut dire que c'est un signal que l'industrie pharmaceutique a bien compris pour également continuer à étudier leurs vaccins, éventuellement adapter leurs vaccins le cas échéant. Je vous rappelle que la grippe, on est revacciné chaque année par une formulation un peu différente et donc c'est tout à fait normal de suivre ces vaccins en termes d'efficacité sur des formes. C'est des études qui se font en laboratoire, donc qui ne nécessitent pas 6 mois d'études. Donc je vais dire pour le variant anglais, on a de bonnes estimations que les vaccins sont efficaces. Le variant sud-africain a une efficacité peut-être moindre, mais toujours maintenue. Et pour les variants à venir, comme le variant brésilien dont on parle également, il faudra maintenir la pression au niveau du développement des vaccins et de son suivi. Alors ça veut dire que maintenant, derrière ces chiffres d'études cliniques, on a une population vaccinée qui est très importante au niveau mondial. Hein. Plus de 80 millions de doses de vaccins ont été distribués, pas tous les vaccins Pfizer, mais principalement le vaccin Pfizer, puisque c'est celui aussi qui a été autorisé au début aux États-Unis, au Canada également, mais également dans d'autres pays comme l'Angleterre. Alors vous avez des pays qui ont vacciné très fort, et ça vous le savez peut-être, Israël en est un bel exemple. Près de 50% de la population est aujourd'hui vaccinée. Alors vous voyez que j'ai remis ici les chiffres de la Belgique, hein, on est à 2,13% de la population au 27 janvier qui est vaccinée. Et donc vous voyez que par rapport à des grands pays où on a dit la Belgique vaccine beaucoup moins que des grands pays comme le Canada ou l'Allemagne, ben vous voyez que ce n'est pas le cas. Hein. On rattrape quelque part l'Allemagne. Et c'est vrai qu'on a été plus prudent parce qu'on a utilisé d'abord des populations chez qui les risques étaient le plus élevés, qu'on a vacciné avec des phases pilotes. Mais donc maintenant, on vaccine autant de vaccins qu'on peut en recevoir en conservant la seconde dose aussi pour vous permettre d'être vacciné avec les vaccins qui soient sur un schéma les plus efficaces, ça veut dire 2 doses qui soient proposées. Mais donc, aujourd'hui, on n'est pas dans un 100 mètres, on est dans une course au marathon pour avoir le maximum de vaccins au maximum de personnes. Et donc, toutes ces différences ici, on ne peut pas les considérer comme réellement significatives puisqu'elles changent bien évidemment de jour en jour. Et donc, il n'y a pas d'intérêt d'avoir de critiques stériles pour dire ah ben, on vaccine un peu plus que la France ou la Chine ou que la Turquie ou le Canada. Ce qui compte, c'est de vacciner au mieux dans les meilleures conditions avec le maximum de vaccins qu'on peut avoir. Et je ne vous cache pas, et le professeur Angler vous répondra aussi, personne ne s'amuse à garder des vaccins
pour la bonne raison de ne pas les donner pour des raisons qui n'en seraient pas. Donc, ici, on fait le travail. Alors, je vous l'ai dit, l'Israël est intéressant, et pour vous montrer l'intérêt de la vaccination dans la vraie vie, c'est que vous avez des études qui ont maintenant montré que le vaccin dans la vraie vie semble également efficace que comme dans les études cliniques, puisqu'on a constaté sur 163 000 vaccinés, par exemple, en Israël, que seuls 31 ont développé la maladie. Donc, si vous développez la maladie de façon beaucoup moindre, vous allez moins saturer les hôpitaux, bien évidemment à titre individuel, avoir moins de risques de symptômes majeurs, mais si vous saturez moins les hôpitaux et que vous avez vous-même à titre individuel moins de risques de développer la maladie, on s'éloigne de périodes qui sont assez sombres, à savoir des risques de saturation d'hôpitaux. Mais on n'en est pas encore là comme en Israël, mais c'est pour vous montrer que l'intérêt de vacciner se traduit également dans les chiffres. Alors, de nouveau en Israël, même principe, là, des études ont montré que chez les personnes qui ont été vaccinées, notamment les personnes de plus âgées, les personnes, 200 000 personnes vaccinées ici de plus de 60 ans, ont reçu une première dose. Et on a constaté qu'on enregistrait déjà une chute significative de taux d'infection après une première dose, et que quand on faisait une deuxième dose, ou quand on vaccinait, je vais dire de façon plus générale, là aussi, on avait presque plus de personnes très faibles qui développaient, après 2 doses injectées, des infections. Donc le vaccin dans la vraie vie semble également efficace. Israël nous donne des informations intéressantes à ce sujet-là. Mais vous voyez qu'il y a, et ça c'était le 12 janvier, puisque derrière l'émulation de la vaccination, certains s'étonnaient qu'on ait quand même des personnes après une première dose qui retombaient malades. Oui, c'est normal, et je vous ai expliqué pourquoi. Une première dose ne vous protège pas au minimum pendant 14 jours, 12 jours pour être exact. Et donc, garder les gestes barrières sont importants. Des personnes vont retomber malades après la première dose, ça ne doit pas décourager les personnes. C'est la même chose avec le vaccin contre la grippe avec une seule dose. Le vaccin n'est efficace qu'après 2 semaines. Et je dirais même après la deuxième dose, d'autant plus si la deuxième dose est administrée, et ça c'est la donnée qu'on a dans les 3 semaines qui suivent la première dose. Et les 3 semaines, ça veut dire 21 jours, disons plus ou moins 3 jours, pour avoir une efficacité optimale. Si on espace la deuxième dose, on ne peut pas garantir que les données d'efficacité soient aussi bonnes d'un point de vue pratique, donc je n'ai pas une réponse bien claire si on espace la seconde dose. Alors en Belgique, vous avez les chiffres effectivement de vaccination, je vous l'ai dit, 2,12%, c'était les chiffres au 27 janvier, 2,64% chez les plus de 18 ans, donc c'est aujourd'hui on suit une courbe ascendante, mais dont on est dépendant et tributaire des approvisionnements, non pas de la qualité de ceux qui mettent en place les campagnes de vaccination dans les entités fédérées, je pense que le travail est colossal, mais on ne peut pas vacciner plus vite que ce qu'on a de vaccins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Michel. Et donc, mesdames et messieurs, l'intérêt aussi de cette rencontre est de vous permettre de poser des questions, de nous interpeller, d'essayer avec vos questions de nous permettre de vous donner le maximum d'informations et de répondre à ce qui vous préoccupe. Ah, voilà la première question, qui est une question évidemment que l'on va rencontrer, je pense, beaucoup, qui est de dire, voilà, on se vaccine, on est vacciné, on va avoir un très bon taux de protection dans notre établissement puisque on a beaucoup de gens qui ont demandé à être vaccinés. Est-ce que c'est la promesse d'une plus grande ouverture, de plus de liberté dans l'avenir? Alors, il y a 2 parties à ça. Peut-être que je peux d'abord laisser le spécialiste des vaccins nous dire un mot, et puis je vous dirai comment dans la vraie vie cela va se traduire. Mais donc, le spécialiste des vaccins, il vous répond plus sur l'aspect des chiffres. Donc, je vous l'ai dit, ce qui est important, c'est 2 choses. 1, une couverture optimale avec un vaccin efficace et bien utilisé. Le vaccin efficace, vous avez la chance de l'avoir. Un vaccin à 95% efficace. 2, bien utilisé, c'est une efficacité, c'est ça que je vous ai montré, après la deuxième dose, une semaine après la deuxième dose de 95%. Donc, il faut effectivement être quand même patient pour avoir un schéma de vaccination optimal. Et troisièmement, une population importante qui doit être vaccinée,
pour permettre éventuellement, en l'absence de données réelles sur la transmission du virus auprès des autres populations, de garder des gestes barrières. Mais donc, d'un point de vue très pratique, je pense que plus on va vacciner de personnes, y compris dans les institutions, plus on va voir se réduire le nombre de personnes qui vont tomber malades, par conséquent les hospitalisations, et par conséquent un retour à une vie. Si vous vous rappelez bien ce qui s'est passé en juillet et au mois d'août, on avait peu d'hospitalisations, on avait des gestes barrières qui ont néanmoins été maintenus, et on avait une transmission qui était diminuée. Je pense que c'est à ça qu'il faut tendre, à la situation qu'on a eue au mois de juillet et août, et grâce à une population plus importante ici qui sera vaccinée. Alors, au plan de la vie pratique dans les institutions, il y a tout un débat actuellement sur la façon dont on va, je dirais, évoluer dans nos recommandations. Maintenant, on sait que dans les institutions, il y a une autonomie et il y a donc certaines décisions qui se prennent sur des retours à des éléments de vie commune qui ont été éventuellement supprimés. Mais d'une part, on souhaite évidemment insister sur le fait d'attendre d'avoir une vaccination complète pour ne pas prendre de risques inutiles dans la dernière ligne droite. Et en outre, de garder à l'esprit que jusqu'aujourd'hui, et ça Jean-Michel l'a rappelé, nous n'avons pas de données suffisantes que pour être clair sur le risque que quelqu'un qui est vacciné puisse néanmoins porter du virus et infecter d'autres gens. Et c'est des informations, je pense, qui vont arriver dans les semaines ou les mois qui viennent avec le nombre de personnes vaccinées dans le monde et qui va nous permettre d'adapter le futur, l'assouplissement dont vous parlez et le retour progressif à une vie communautaire plus normale et à des relations aussi avec l'extérieur, avec les familles, avec les amis plus normales. Question des services de santé mentale. Donc, les services de santé mentale, à ma connaissance, ne font pas partie en tant que tels des structures vaccinées, mais le personnel qui appartient au personnel de santé, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les psychologues, vont être convoqués dans le cadre de la vaccination de la première ligne de soins. Je sais, on en a beaucoup parlé, que dans beaucoup d'institutions, je dirais, de consultation externe, la volonté est évidemment de vacciner tout le monde, y compris le personnel d'accueil, et on peut le comprendre, mais nous n'avons pas les doses pour vacciner. C'est un peu comme vacciner toute la population. On n'a pas les doses pour étendre la vaccination. Donc, dans la première ligne de soins, on va quand même vacciner en région wallonne 112 000 personnes. Et il y aura donc un délai entre le moment où les personnes qui vont être convoquées pourront être vaccinées et le délai où le reste de la population va l'être, puisque vous savez qu'on continue à offrir la vaccination à groupe après groupe jusqu'à l'offrir à tout le monde, puisque le but est évidemment, en ce qui nous concerne, que le plus de gens puissent se vacciner, mais évidemment, on est obligé d'y aller progressivement, puisque nous n'avons pas les vaccins disponibles. Alors, les abris de nuit, on se penche sur le problème des groupes vulnérables et l'annonce que le professeur Donnier vient de faire de la publication des données de Janssen sont pour nous extrêmement importantes, puisque ce sera très probablement le seul vaccin qui nous sera alloué comme étant administré en une dose. Et si c'est effectivement le cas, on attend évidemment la décision de la firme de soumettre son dossier à l'EMEA. Si c'est effectivement le cas, ce sera la méthode privilégiée pour vacciner des populations vulnérables où il va être très difficile de prendre un second rendez-vous.
Alors, pour les nouveaux résidents et les travailleurs, y aura-t-il une procédure pour permettre d'être vaccinés en priorité? Alors, oui et non. Oui, en ce sens que, comme je vous l'ai dit, nous allons repasser une deuxième puis une troisième fois en vaccination dans les institutions et les maisons de repos. C'est l'occasion, évidemment, de faire une première vaccination chez des personnes qui n'étaient pas là en janvier. Au-delà de cela, il n'y aura plus de passage spécifique en maison de repos et de soins, mais par contre, les plus de 65 ans, je vous rappelle, vont être le premier groupe invité à venir se faire vacciner dès que l'on ouvrira les centres de vaccination pour le grand public. Et donc, bien entendu, les résidents il leur sera offert la vaccination comme personnes de 65 ans et plus, et donc ça leur permettra d'être vaccinés. Pour le personnel, la vaccination de la première ligne de soins va démarrer dans le courant de février. Nous avions prévu de démarrer mi-février. Il faudra que l'on voit si le ralentissement des vaccins nous permet toujours de tenir ce démarrage dans la semaine du 15. Ce serait a priori le 17 que nous démarrerions effectivement cette vaccination, mais je ne vous cache pas que les derniers développements, dont ceux d'hier soir avec une nouvelle annonce de réduction des livraisons du vaccin Moderna, me fait être très prudent. En tout cas, pour le moment, nous nous préparons exactement dans cette voie-là, comme si tout sera en ordre. Les abris de nuit, j'ai répondu sur le vaccin qui sera attribué. Peut-on transmettre le virus quand on est vacciné? Jean-Michel, est-ce que pense que c'est une question importante à laquelle il n'est pas simple de répondre, et donc peut-être ça vaut la peine d'y revenir, même si on l'a déjà dit. Donc je pense qu'il faut bien se rendre compte qu'on peut transmettre le virus si on est vacciné déjà par contact, puisque le virus en tant que tel ne se transmet pas que par gouttelette, que par aérosolisation, il se transmet également par contact. Exemple, vous avez une personne qui est infectée, elle prend un masque, elle le met, elle le touche avec ses doigts, elle le dépose sur une surface, vous-même déposez votre masque sur la surface, touchez cette surface, vous pouvez être infecté ainsi par contact. Donc ça n'a rien bien évidemment à voir avec la vaccination. Par contre, si vous êtes vacciné, dans les études n'ont pas étudié de façon directe si vous évitez de transmettre le virus. Ça va se savoir, bien évidemment, lorsqu'on va vacciner plus de personnes, dit autrement, si on va réduire la charge virale de façon globale également dans la population. Quelques données nous font penser, avec le vaccin AstraZeneca et Moderna, que même ceux qui n'ont pas développé des symptômes, donc ceux qui étaient asymptomatiques, ils avaient une charge virale moindre que s'ils n'étaient pas vaccinés. Donc là, ça veut dire quelque part que si vous avez une charge virale moindre sans avoir des symptômes, vous êtes moins à risque de transmettre ce virus auprès d'autres personnes. Donc on a des données quelque part cliniques qui ne permettent pas d'objectiver ça, mais on a des informations ou une logique qui fait que si vous êtes moins malade, vous avez moins de symptômes, moins de charge virale, vous avez moins de risque de transmettre, mais on n'exclut quand même pas qu'on puisse transmettre le virus. Mais donc, de nouveau, ça nécessite là aussi de ne pas prendre cet argument-là à l'inverse, de se dire du coup, ça ne sert à rien de se faire vacciner. C'est exactement l'inverse. Puisque si même vous avez des risques encore de transmettre un virus alors que vous êtes vacciné rien que par contact, d'autant plus vous devez faire vacciner le maximum de personnes autour de vous. Et ça me fait souvent sourire dans les avions quand on dit « Ah ben on va vacciner tout le monde, moi je préfère être vacciné tout seul dans un avion où les autres ne le sont pas, parce que à titre personnel, j'ai moins de risques si je suis vacciné de développer la maladie si j'attrape le virus, que de me poser la question de savoir si tout le monde est vacciné autour de moi ou de ne pas en avoir la certitude. » Donc l'argument ne doit pas être pris dans l'autre sens, de dire si on a encore un risque de transmettre, on ne doit pas se faire vacciner, c'est l'inverse qu'il faut prendre comme argument. Merci beaucoup. Alors, donc,
de questions, oui. Je pense que c'est une bonne occasion de faire un peu d'incitation, en tout cas, à mettre en ordre les données administratives dans la base de données Cobra. Donc, il y aura une convocation du personnel de première ligne qui va passer en priorité par une adresse électronique qui se situe dans la banque de données de l'INAMI, qui est la banque de données Cobra. Et donc, il y a actuellement des messages qui circulent par l'intermédiaire de vos associations professionnelles, des coupoles, des employeurs, pour que vous fassiez dans les jours qui viennent une mise à jour de votre fiche professionnelle dans la base de données Cobra et que l'on puisse de cette façon-là vous convoquer à votre tour dans de bonnes conditions dans les semaines qui viennent. Je vais m'arranger pendant que nous avançons pour que l'adresse vous soit mise dans le chat sur la petite application qui permet de mettre en ordre votre adresse email et vos données personnelles dans la banque de données des prestataires de soins. Ceci n'est valable que pour les prestataires de soins, puisque ce sont les professions de l'arrêté 78 qui font l'objet légalement de cette base de données. Date de vaccination pour le secteur des maisons d'accueil pour adultes et difficultés sociales en province du Luxembourg. Donc ça, je vous en renvoie vers votre adresse générique à la VIC qui a les programmes. Un résident va retourner chez lui en ayant eu la deuxième dose le 9 février. Ma direction pour un résident qui va retourner chez lui le 25-26 février, je suis la deuxième communauté. Mais donc, il aura été vacciné complètement, si je comprends bien. 9 février, c'est une date de deuxième vaccination, me dit-on. Donc, il sera protégé, donc c'est très bien. C'est une bonne nouvelle pour ce monsieur, si j'ai bien compris la question. Que faire si nous avons quelques doses en trop? Alors, ça fait couler beaucoup d'encre. Il n'y aura plus beaucoup de doses en trop, puisque depuis la semaine passée, c'est une des raisons qui réduit notre nombre de doses disponibles. La firme calcule ces doses à raison de 6 doses par flacon. Néanmoins, comme c'est des flacons à doses multiples, il y a très souvent quelques doses qui restent. Et donc, ce que l'on demande, c'est que ces doses soient utilisées pour vacciner des personnes qui sont dans les groupes prioritaires. Et donc, il nous semble que la première, et je pense que c'est l'utilisation qui en est faite la plupart du temps, c'est déjà de vacciner du personnel de la première ligne. Donc, on est bien d'accord que s'il reste des doses, c'est après que les résidents et le personnel de la maison de repos aient demandé à être vaccinés. Et dans ce cas-là, ce que l'on recommande, c'est de recourir à la vaccination de personnes qui sont dans les groupes prioritaires, soit parce qu'ils ont plus de 65 ans, soit parce qu'ils appartiennent au personnel de santé. On sait qu'il y a beaucoup de médecins généralistes et des infirmiers et des infirmières qui ont déjà bénéficié lors des semaines précédentes de ces doses excédentaires, et c'est très bien puisque c'est le groupe qui doit être vacciné juste après. Un vaccin suppose une logistique très lourde. Alors, comment est-ce qu'on va faire dans le temps? Donc, pour la campagne de vaccination actuelle, on va continuer à assurer la chaîne du froid et employer les vaccins à ARN messager pendant toute la campagne, puisque les livraisons sont prévues trimestre par trimestre pour toute l'année.
dans la vie normale, dès l'année prochaine, ce qu'on peut imaginer, c'est que la vaccination va continuer à se faire pour les personnes non vaccinées ou lorsqu'il faudra revacciner. Et à ce moment-là, on espère qu'on aura à disposition des vaccins dans un contexte plus habituel, c'est-à-dire non seulement sans une chaîne de froid aussi sévère, mais aussi avec une présentation en dose individuelle. Et donc à ce moment-là, comme pour tous les vaccins, votre médecin vous prescrira le vaccin que vous irez chercher à la pharmacie pour être vacciné normalement. Mais ça ne sera pas en 2021. Mais à terme, c'est évidemment comme ça que ça devrait se passer. Alors, si une personne vit avec une autre personne, je suppose Covid positive, doit-on postposer la vaccination même si la personne est asymptomatique? Je parle sous le contrôle de mon collègue, mais la réponse pour moi est non, on ne doit pas postposer, on peut le vacciner. Ce que l'on recommande, c'est de ne pas vacciner des personnes au moment où elles sont malades. Et donc, si quelqu'un est en quarantaine, il n'est pas malade et donc peut être vacciné. Jean-Michel, tu es d'accord? Presque. Je pense que la période de quarantaine, on préfère quand même éviter dans la période de quarantaine la vaccination à ce moment-là, parce que la période de quarantaine peut également être potentiellement contagieuse si vous n'avez pas été détecté. Donc ça veut dire que vous pouvez être en quarantaine parce que vous avez été en contact et que vous n'êtes pas détecté. Et donc, par souci aussi de précaution pour ne pas risquer d'affecter d'autres personnes, généralement on essaye, si vous êtes dans une période de quarantaine, vous devez rester chez vous en théorie. C'est ça le principe de la quarantaine. Mais en institution, les gens sont dans l'institution. C'est ça que je voulais préciser. Si d'autres personnes nous écoutent qui ne sont pas dans une institution et qui se feront vacciner de façon globale, la période de quarantaine permettra d'éviter que les personnes se déplacent également. Donc là, ce sera un peu différent. Mais donc c'est ça que la réponse est exacte en institution. Si tous les résidents sont vaccinés, doivent-ils encore porter le masque? Alors, je pense que pour le moment, oui. Clairement, le message actuel, c'est de maintenir les gestes barrières. D'abord parce que tout le monde n'est pas vacciné. Ensuite, le monde ne s'arrête pas aux portes de la maison de repos. Il y a des personnes qui entrent et qui sortent. Et qui ne sont peut-être pas protégées elles non plus. Nous sommes encore aujourd'hui très très loin de l'immunité collective et donc dans cette période-là, c'est une façon en tout cas d'être solidaire des autres et en tout cas d'attendre que nous ayons plus de données sur le risque d'être quand même infectant, même si on n'est plus malade. Comirnaty sur la mutation brésilienne. Moins de données sur la mutation brésilienne. Bon, on n'est pas encore vraiment impacté par ce type de mutation. Je vous ai dit, la problématique, c'est vraiment la mutation anglaise, puisqu'elle semble être à l'avenir relativement prévalente. Elle est déjà prévalente dans nos populations. Les estimations vont que d'ici fin février, elle sera peut-être la forme effectivement la plus prévalente, comme en Angleterre. Et là, les données sont relativement bonnes sur les vaccins ARN messagers, sur l'efficacité, y compris sur l'immunité induite d'ailleurs par une forme précédente. On a également commence à avoir une prévalence de la forme sud-africaine. Alors la différence, c'est que la forme anglaise, on sait la détecter même maintenant par PCR adapté, ça veut dire qu'on sait l'estimer, donc ça c'est une bonne chose. Donc une PCR permet d'estimer, donc on n'a pas de faux positifs ou de faux négatifs plutôt.
Le problème de la variante sud-africaine, c'est qu'elle est certainement sous-estimée parce que la PCR ne permet pas de le détecter. Et donc, il faut faire un séquençage qui est plus lourd. C'est comme ça qu'on a séquencé et qu'on a identifié des villes, par exemple, comme à Ostende, où il y avait des clusters, mais dont le patient zéro n'est pas allé en Afrique du Sud, apparemment. Donc, ça veut dire qu'elle circule également. Pour la forme brésilienne, on a moins de données sur l'efficacité des vaccins, puisqu'elle a été détectée de façon plus spécifique. Mais ce qui est important, c'est que des personnes qui, dans des régions où on avait là une immunité naturelle d'à peu près 70-75% parce que la plupart des personnes avaient eu des formes du virus qui n'étaient pas la mutation, elles retombent malades. Et en fait, on constate que justement, l'immunité induite par la maladie peut chuter sur différentes formes de variants, comme le variant brésilien, également d'ailleurs en partie le variant sud-africain, mais les vaccins semblent plus robustes en termes d'efficacité. Ça veut dire que les anticorps ont une meilleure approche et une approche qu'on appelle un peu plus générale sur le virus, d'où l'intérêt toujours maintenant certainement de vacciner ceux qui ont déjà fait le virus par le passé, parce qu'on n'exclut pas qu'avec des formes variantes, celles-là, leurs anticorps naturels contre le virus ne soient plus suffisamment efficaces, soit parce qu'ils ont été affectés il y a longtemps, soit parce que les formes variantes peuvent être plus résistantes à l'immunité induite par ces virus. Voilà une remarque enthousiaste sur l'avancée Janssen, Novavax et AstraZeneca. 95% des résidents seront vaccinés la semaine prochaine et plus de 50% du personnel. Donc on voit bien que l'adhésion dans le personnel progresse, mais il y a encore du chemin à faire, puisque je vous rappelle que l'objectif est 70 et dans des maisons collectives, dans des institutions comme ça, on voudrait même plus que ça parmi le personnel, parce que ça aura évidemment un impact sur la circulation du virus et la maladie à l'intérieur de l'institution, mais il faut convaincre, et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Comment explique-t-on qu'il n'y ait pas d'IgA généré par Comirnaty, Jean-Michel? De nouveau, il faut pas. La sérologie classique doit être un peu mise de côté avec ce virus, notamment en termes de réaction immunitaire et de réponse qu'on souhaite. Ce qui nous intéresse, nous, quand on étudie un vaccin ou quand on étudie la maladie, c'est pas uniquement l'immunité des anticorps et de la nature des anticorps qui sont produits. Donc c'est vrai que on a les IgA, les IgG, les IgM, on peut faire des profils différents comme on fait avec d'autres virus. Ici, ce qui nous intéresse vraiment, ce qu'on ne fait pas en routine, c'est les anticorps neutralisants. Et ces anticorps neutralisants sont des techniques qui sont un peu plus lourdes, hein, notamment les techniques en laboratoire. Ça veut dire qu'il faut prendre le sérum ou le plasma des personnes qui ont été soit vaccinées, soit infectées, qui présentent ces anticorps, et on les met en laboratoire en contact avec le virus, ou le virus reconstitué, ça veut dire des mutants, et on voit si ce virus peut rentrer ou pas dans les cellules. Et c'est ça qui vous donne la vraie immunité, c'est ces fameux anticorps neutralisants. Et donc, les données qu'on peut avoir tant sur le long terme que sur les valeurs quantitatives ou qualitatives de tel ou tel anticorps, de sérologie classique, sont intéressantes, mais ne sont pas aujourd'hui ce qu'on appelle des marqueurs de corrélation de la maladie en tant que telle et de l'efficacité d'un vaccin les plus efficaces. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande aussi, on ne recommande pas forcément de faire une sérologie avant une vaccination et de vous dire, tiens, si j'ai une bonne sérologie, j'ai pas besoin de me faire vacciner. Je vous ai dit, les vaccins n'entraînent pas les mêmes types d'anticorps, ils n'entraînent pas le même type d'anticorps neutralisants qui ne sont pas mesurés naturellement. Alors, on revient un peu à la même question autour de l'espacement, enfin de la diminution des restrictions. Donc je pense qu'il faut répondre pour le moment non, ou en tout cas avec beaucoup de prudence à une idée de reprendre des activités comme des fêtes collectives, permettre aux résidents d'aller en restaurant. Je pense que ce qui va se passer très vite, c'est que les résidents vaccinés, eux, vont avoir une tendance à avoir une mobilité plus grande,
Mais là, comme vous l'exposez là, ce serait y compris exposer les résidents non vaccinés ou le personnel non vacciné. Donc, je pense qu'on ne peut que répéter, même si on sait que ça va être difficile pendant les semaines à venir, l'importance de maintenir la prudence, et particulièrement vis-à-vis des résidents non vaccinés et du personnel. Alors, je vous ai promis de vous donner l'adresse pour mettre à jour vos données pour être convoqué pour la vaccination du personnel de première ligne. Et donc, c'est très simple, je le mets dans le chat, c'est www.uppad-be en majuscule.be. Et alors, vous arrivez sur le site et vous devez entrer en vous identifiant. Donc, moi, j'ai découvert It's Me, qui est un petit programme très pratique qui fonctionne avec beaucoup d'applications officielles, dont celle-là, et qui vous permet, ou alors avec votre carte d'identité, mais alors il faut un lecteur de carte. L'intérêt de l'app It's Me, c'est que vous n'avez besoin de rien du tout que de downloader l'app dans votre téléphone, et vous pouvez de cette façon-là vous identifier et donc avoir accès, pouvoir mettre en ordre votre fiche, et particulièrement votre adresse email. Alors du coup, j'ai un peu perdu le fil, la mutation brésilienne, les résidents qui veulent faire la fête. Quelle vitesse se dégrade l'ARN messager? Est-ce que les restes peuvent interagir à nouveau au sein des cellules et créer d'autres protéines? Donc, l'ARN messager se dégrade de façon très rapide. Je vous ai dit, en fait, l'ARN messager va être traduit en protéines dans les cellules, principalement au site d'injection. Donc, les cellules dendritiques, par exemple, les cellules globalement des leucocytaires, mais c'est notamment les cellules dendritiques. Et donc, l'ARN messager, même s'il est enrobé, il se dégrade rapidement au niveau sanguin. Donc, on n'a pas vraiment de données précises sur le temps de demi-vie, mais il est très très court et on retrouve la protéine exprimée principalement au niveau local, très peu au niveau d'autres tissus. Et l'ARN messager, on a quelques impuretés potentielles qui sont dans le processus de fabrication, mais on utilise des doses très très faibles d'ARN messager. On injecte une seule fois des quantités de l'ordre de 30 microgrammes. Et donc, les quantités d'impuretés d'ARN messager de plus petite taille qui sont présentes en quantité infinitésimale, qui, même s'ils étaient traduits en protéines, ce qui n'est certainement pas le cas, là aussi seraient en quantité infinitésimale. Donc aujourd'hui, on n'a pas démontré, en tout cas, que tant dans les études cliniques, dans la sécurité, que dans les études de qualité, on avait un problème d'impureté majeure qui générait des risques, soit d'allergie ou autre. Les risques d'allergie dont je vous ai parlé, on suspecte plus la nature lipidique qui entoure l'ARN messager, qui est du polyéthylène-glycol dans les deux, d'ailleurs, dans le vaccin Moderna et dans le vaccin Pfizer, qui est une partie de molécules dans les lipides et qui serait un risque d'allergie. Mais donc, actuellement, c'est un risque qui reste très théorique vu les quantités très faibles qui sont administrées, les dégradations rapides et les protéines qui sont produites, qui est surtout la protéine S, et très très peu de risque d'avoir une protéine qui serait certainement exprimée et qui aura un impact sur la santé quelconque, qui serait d'ailleurs très rapidement dégradée également. Peut-on être contagieux après avoir été vacciné en étant asymptomatique? Donc, c'est la question qui est évidemment aujourd'hui essentiellement sur la table. Donc, il y a peut-être deux parties à cette réponse. La première, c'est de rappeler ce que Jean-Michel a dit, c'est que quand on vaccine, on n'est pas immédiatement protégé. Et donc, on a même, on a dans plusieurs maisons de repos des infections, voire même de temps en temps un cluster juste après la vaccination, et c'est entre guillemets normal, si j'ose m'exprimer ainsi, en ce sens que le vaccin n'a pas
de vertu de protection immédiate. Là où les choses sont plus importantes en termes du long terme, c'est effectivement de dire est-ce qu'une fois que la vaccination est installée, une fois qu'on a fait les 2 doses, 2 semaines après la 2e dose, quand la protection est complète, est-ce qu'on peut encore être un excréteur du virus? On n'a pas une réponse claire à donner aujourd'hui à cela. En tout cas, il faut considérer que c'est potentiellement le cas jusqu'à preuve du contraire et on n'a peut-être pas l'espoir que ce soit zéro vraiment. On pourra probablement espérer un effet de protection sur l'excrétion, dire qu'il n'y aura plus aucune possibilité de contaminer, il faudra quand même qu'on le démontre. Par contre, comme Jean-Michel l'a dit, on peut toujours avoir du virus sur les mains, du virus sur les lèvres, et ça, le vaccin, évidemment, n'empêchera jamais ça. Faudra-t-il majorer la couverture de 70% pour contrer la plus grande contagiosité des variants? En théorie, la réponse est oui. En pratique, je pense qu'il y a tellement de paramètres qui aujourd'hui ne sont pas précisés sur les éléments qui font l'immunité collective que je crois que d'ici que la question de l'affinement du taux de couverture va se poser dans l'avancée de la campagne, il coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts et qu'on aura des adaptations multiples de ces indicateurs-là. C'est un objectif à la fois ambitieux et raisonnable et c'est sur cet objectif-là, bien entendu, qu'on travaille, mais ça ne veut pas dire qu'il n'évoluera pas dans le temps en fonction de toute une série de paramètres et pas seulement l'infectiosité des variants. Si l'adaptation du vaccin est prévisible, faudrait-il refaire une 3e dose pour les résidents déjà vaccinés? Je suppose que c'est ça l'idée. Est-ce que l'on ferait une dose supplémentaire? Jean-Michel, est-ce qu'on a déjà la moindre idée de cela? Donc en fait, les firmes travaillent sur l'adaptation potentielle de leur vaccin. Donc je dis bien potentiel, puisque le temps éventuellement qu'on travaille sur un vaccin adapté, il se peut qu'une autre forme arrive également de variants. Ce qui est important, c'est que les firmes, un vaccin ARN, je n'ai pas analysé de façon détaillée les communiqués des firmes à adénovirus, peuvent adapter leur vaccin ARN de façon relativement rapidement, dans les 6 semaines, et puis il faudrait faire les tests en laboratoire pour reproduire un vaccin ensuite de façon adaptée. Et donc il n'est pas exclu 2 choses. 1, qu'on revaccine chaque année, parce que ceci indépendamment des variants. On ne peut pas aller plus vite que le temps. Les vaccins ont commencé principalement les études cliniques au mois de juillet. Donc on ne peut pas vous dire maintenant si le vaccin sera efficace pendant 10 ans, comme on l'a pour certains vaccins. 6 mois, 1 an, c'est à peu près ce qu'on estime maintenant normalement, voire plus qu'1 an. Mais donc de façon générale, on n'exclut pas qu'on doive revacciner avec le même vaccin peut-être d'ici 6 mois, 1 an. Alors si bien évidemment une forme variante était tellement dominante et que le vaccin était vraiment moins efficace, vraiment, je dis bien, si on a une perte d'efficacité de l'ordre de 10-15%, ben, il n'y a certainement pas un intérêt de changer aujourd'hui le vaccin, sur des vaccins très efficaces au départ. Si par contre, soit il perdait totalement de son efficacité et que votre immunité induite par le vaccin n'était plus suffisante, un peu comme le vaccin contre la grippe, on ne va pas vous réinjecter un vaccin de l'année passée si les formes ne sont plus les mêmes. Ben ici, il faudrait concevoir que c'est la même chose. Donc je pense que si c'est le cas, un peu comme le vaccin contre la grippe, on s'adaptera. Je vous rappelle que vu les conséquences humaines et socio-économiques, si on doit faire une injection de rappel après 1 an avec un vaccin adapté, je pense que ce n'est pas la mer à boire par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui avec le vaccin contre la grippe. Ce serait dans les mêmes lignées. Alors, est-ce que le médecin chargé de la vaccination doit avoir dans une trousse pour les chocs anaphylactiques? Oui, ça n'est pas fourni avec les doses, ça fait partie
de toutes les trousses médicales. Ce n'est pas un effet propre au vaccin. Il y a toute une série de situations. Hein. Tout le monde connaît les allergies aux guêpes, pour prendre un exemple assez classique. Et donc, ça doit faire partie de la trousse du médecin qui vaccine, sans aucun doute. Alors, masque FFP2, est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser le masque FFP2 10 jours après la seconde dose? Devons-nous porter le masque chirurgical ou ne plus rien porter du tout? Je pense qu'il faut garder les mêmes règles que les règles actuelles, en tout cas jusqu'à ce que l'on ait des arguments pour pouvoir les faire évoluer. J'ai répondu pour le SSM. La deuxième dose est assurée avec la première dose, ou sont des commandes différentes? Non, il n'y a qu'une seule commande. La maison de repos commande le nombre de doses qu'elle a besoin à la fois pour assurer la deuxième dose et pour assurer la première dose des personnes qui vont entrer dans la vaccination pour la première fois. Mais en fait, dans le document que vous remplissez pour commander votre dose, on vous indique bien clairement, et alors on fait le total. Et il n'y aura qu'une seule livraison. J'ai répondu pour les nouveaux résidents. Doit-on continuer la mise en isolement des pensionnaires vaccinés après une consultation, un séjour en milieu hospitalier? Pour le moment, oui, mais je pense que c'est vraiment dans cette disposition-là que les choses vont changer, me semble-t-il, peut-être déjà avant que les 2 semaines d'après la seconde dose seront passées. Comment allons-nous organiser le listing pour les groupes cibles pathologiques chroniques? En fait, ce point-là, qui est un point délicat et pas simple à résoudre, est toujours en groupe de travail à l'interfédéral. Et donc, il y a, à ma connaissance, pas de concurrence entre la médecine générale et les médecins généralistes, mais bien la collaboration des uns et des autres pour essayer au maximum d'identifier le mieux toutes les personnes prioritaires. La médecine du travail nous a envoyé les nouvelles étapes de préparation des seringues. Il préconise de puiser les 0,3 millilitres avec la même aiguille pour prélever le vaccin et l'administrer. Qu'en pensez-vous? Alors, je pense qu'il y a plusieurs façons d'organiser la vaccination. Ce que moi, j'ai toujours préconisé, c'est de planter une aiguille dans le flacon et de prélever les 5 seringues et de chaque fois mettre l'aiguille d'administration au bout de la seringue prélevée. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons de faire et chaque structure met sur pied son protocole pour autant que tout le monde s'aligne sur la même façon de faire. Je pense que c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un résident hospitalisé lors de la deuxième vaccination? Alors là, ce qu'on a toujours dit, Jean-Michel et moi, c'est de dire on le vaccine quand il revient dans l'institution dès que c'est possible. Néanmoins, nous avons eu des réunions avec les directeurs des hôpitaux et on a plaidé avec eux, auprès d'eux, puisque le nombre de personnes que ça concerne est extrêmement limité, de les vacciner dans l'hôpital. Et donc, je pense que pour la plupart des cas, ça pourra donc être fait à la bonne date, au bon jour, dans l'hôpital. Alors, toutes les professions qui appartiennent à l'arrêté 78 sont effectivement repris. On publiera d'ailleurs la liste, elle est publique déjà, elle a été
présentée au Parlement et les publics, on la présentera mais c'est tous les métiers de l'arrêté 78 sont dedans. Comment devons-nous pratiquer pour la fourniture des vaccins? Doit-on contracter? Non. Donc, la procédure, alors j'imagine que c'est quelqu'un qui travaille dans une institution collective qui n'a pas encore été sollicité. En fait, l'institution est prévenue de la date à laquelle sa vaccination va se faire, et en même temps qu'elle est prévenue, elle reçoit la procédure pour recueillir l'information auprès des membres de l'institution qui doivent être vaccinés et envoie à la VIC la commande de vaccin à une date qui précède suffisamment la date de vaccination, et c'est la VIC qui fait les ordonnances pour le hub hospitalier pour que les doses soient délivrées vers l'institution au jour dit, en principe la veille de la vaccination. Et donc c'est pour ça qu'on vous rappelle toujours qu'il faut avoir un frigo en bon état de marche qui soit distinct des frigos alimentaires qui en général existent déjà dans les institutions pour les médicaments et dont on vérifie la température à plusieurs endroits du frigo en suivant ce qu'on appelle les SOP, les procédures opératoires qui vous seront envoyées, et on a fait un petit fascicule avec toutes les instructions pour préparer la vaccination et la réaliser, qui avait été distribué aux maisons de repos, qui est distribué aux maisons de repos et qui va être distribué sous une forme adaptée aux institutions collectives de soins. Maladie auto-immune, sclérose en plaques, est-ce qu'il y a une recommandation particulière par rapport à la vaccination? Oui, de façon générale, ce sont des personnes qui sont plus à risque également de développer des formes sévères de Covid. Les patients qui souffraient de maladies auto-immunes n'ont pas été inclus dans les études cliniques, que ce soit Pfizer, Moderna ou AstraZeneca d'ailleurs. Ce qu'on peut s'attendre, c'est éventuellement à avoir une efficacité peut-être moindre s'ils sont sous immunosuppresseurs du vaccin. Par contre, aujourd'hui, la deuxième question, est-ce qu'on a un risque plus élevé de maladies auto-immunes, ça veut dire de symptômes associés avec un vaccin qui pourrait soit déclencher une nouvelle, soit déclencher une forme aggravée de la maladie auto-immune? On n'a pas de données qui nous montrent ça, ni dans les études cliniques, et actuellement, ni dans la vraie vie, c'est particulièrement étudié. Donc, en conclusion, la recommandation, c'est en accord avec le médecin, c'est que les personnes qui souffrent de maladies auto-immunes traitées éventuellement par un immunosuppresseur peuvent être vaccinées de façon tout à fait normale, sauf si au moment de la vaccination, ce sont des personnes qui sont dans une maladie qui est aiguë, ça veut dire qui ont des symptômes importants associés à leur maladie. Enfin, il faut également savoir qu'en post-marketing, outre les données de sécurité sont suivies, tant pour le vaccin Pfizer que pour le vaccin Moderna, les patients, des études sont également en cours chez les patients qui souffrent de maladies auto-immunes ou sont traités par des immunosuppresseurs. Néanmoins, on n'aura pas ces données avant quelques mois. Et donc, ça reste une décision individuelle, mais qui n'est pas une contre-indication à la vaccination. Merci beaucoup. Alors, d'accord, donc là on revient, je crois qu'on a répondu. Qu'est-ce qui se passe quand une personne est sortie et revient? Est-ce qu'on applique les mêmes procédures? Pour le moment, oui. Pourquoi ne pas faire de sérologie qui établisse la présence des anticorps neutralisants? Et peut-on vacciner un résident Covid asymptomatique? Deux questions pour Jean-Michel, je pense. Parce que la sérologie avec les anticorps neutralisants, en fait, pour mesurer un anticorps neutralisant, la technique la plus efficiente, ne se fait pas en laboratoire classique. Il faut prélever effectivement la personne, mais on doit mettre en contact son sérum avec un milieu de culture qui contient du virus, qui est généralement pas le virus directement, mais une forme adaptée du virus.
Et ça se fait dans des laboratoires spéciaux, ce qu'on appelle des laboratoires P3, des laboratoires qui ont une sécurité bien évidemment maximum, et ce n'est pas une sérologie dont on vous donne le résultat en 2 heures. Alors il y a quelques tests apparemment qui permettent d'avoir une sérologie des anticorps neutralisants avec des tests antigéniques, mais qui n'est pas la plus efficace. Et donc, ce n'est pas des tests quelque part qui sont faciles à réaliser et qui peuvent être faits de façon routinière. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, on ne le fait pas et que c'est surtout fait dans le cadre d'études et notamment en études cliniques. Alors, la deuxième partie de la question, c'était… Est-ce qu'on peut vacciner quelqu'un d'asymptomatique? Oui, donc en fait… un résident Covid asymptomatique peut-il être vacciné? Donc, je ne sais pas ce que c'est un résident Covid asymptomatique. Moi, soit on a eu le Covid, soit on n'a pas eu. Si on a eu le Covid, on peut être symptomatique ou asymptomatique. Et donc, dit autrement, on peut vacciner tout le monde, sauf les personnes qui ont un Covid aigu. Donc, ça veut dire qu'ils ont des symptômes associés au Covid, c'est ce qui a été mentionné. Mais un Covid asymptomatique, je suppose qu'on entend par là quelqu'un qui aurait eu une PCR positive et qui n'aurait pas de symptômes. Je suppose que c'est ça qu'on entend. À ce moment-là, généralement, on attend une période, parce qu'il peut être asymptomatique aujourd'hui et être symptomatique demain. Donc, on attend une période généralement de 2 semaines pour vacciner la personne. Donc, ça, c'est une recommandation assez générale. Comment explique-t-on les réticences des membres du personnel dans les institutions et comment y répondre? Ça, je crois que c'est une question pour moi. Alors, comment on explique les réticences? Donc, il y a plusieurs raisons dans cette réticence. Je pense qu'elle est d'abord une réticence générale à toute décision qu'il faut prendre dans un domaine comme le domaine de la santé. C'est toujours plus simple de ne pas devoir choisir. Donc, quand on choisit, ça génère une insécurité qu'il faut décider sur quelque chose quand même qui touche à sa santé. Et donc, ça crée une hésitation qui est plus forte quand il s'agit d'une mesure préventive. Voilà, si vous avez une appendicite aiguë et qu'on vous dit qu'il faut vous faire opérer, vous avez une incertitude et une anxiété, mais il n'y a pas tellement de choix. Et donc ici, comme dans toutes les mesures de prévention, pourquoi est-ce que c'est plus difficile d'obtenir de mettre sa ceinture de sécurité quand on roule en voiture? C'est aussi parce que c'est une mesure préventive et qu'on se dit qu'on n'aura pas d'accident et qu'ici on peut se dire qu'on ne rencontrera pas le virus et qu'on préfère ne pas être confronté à ce choix. La deuxième chose, c'est que dans le cadre de cette pandémie, il faut le reconnaître, les messages institutionnels n'ont pas toujours été très clairs. Il suffit de se rappeler la saga des masques, ça a laissé des traces qui font que la confiance dans l'autorité n'est plus aussi présente qu'elle pouvait l'être il y a peut-être encore des années, et qu'il y a quand même un mouvement anti-vaccin avec des mouvements très actifs qui essayent de faire peur et qui mettent les gens en insécurité. Alors très clairement, ce qu'il faut aussi montrer, c'est que quand on regarde les sondages d'opinion, ce sont les femmes actives qui sont les plus réticentes. Or, quand on parle du personnel des institutions, ce sont souvent des femmes actives. On revoit la même chose dans les hôpitaux où l'adhésion des médecins est très élevée. Maintenant, on voit bien, et plus de 90% des médecins veulent se faire vacciner. Ils nous poursuivent parce qu'ils nous persécutent parce qu'ils n'ont pas assez de doses de vaccin tout de suite. Et pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle. On aime mieux qu'on se plaigne de ne pas avoir de vaccin que de se plaindre de ne pas vouloir le faire. Par contre, dans le personnel infirmier, on trouve cette même hésitation vaccinale qui est bien décrite dans la littérature. Alors, comment on la rencontre? Essentiellement de la façon dont nous sommes occupés à faire aujourd'hui.
c'est d'essayer de donner le maximum d'informations et de données de telle sorte à ce que chacun d'entre nous puisse prendre une décision éclairée. Et notre intuition, c'est que si nous avons été convaincus par les données et que nous sommes aujourd'hui convaincus, alors qu'on n'a pas d'intérêt dans les firmes pharmaceutiques ou autres, à se faire vacciner, on se dit que nous devrions être capables de vous transférer la même conviction à travers les mêmes données objectives. Et donc, beaucoup de travail de ce type a été fait depuis maintenant 1 mois et demi, vraiment beaucoup. On a touché on doit approcher des 10 000 personnes maintenant qui ont été directement ou indirectement touchés à travers ces séances comme aujourd'hui, et on a la faiblesse de penser que la croissance de l'adhésion à la vaccination dans les institutions de soins est en partie le résultat de cet effort, en partie aussi le fait que tout le monde se rend compte que dans le monde entier, la course au vaccin montre que tout le monde a compris que c'est ça l'issue, et que les données que Jean-Michel Donier vous a montrées d'Israël, qui est le pays le plus avancé dans la vaccination aujourd'hui, illustrent évidemment que les faits vont très vite conforter cette réalité que c'est la meilleure façon que l'on a chacun de se protéger, c'est la meilleure façon qu'on a de soulager les hôpitaux en diminuant le nombre de personnes qui devront être hospitalisées pour un Covid sévère, et c'est la meilleure façon d'aller vers une immunité collective et vers un retour à plus de vie normale qui nous manque à tous, et donc je pense que nous souffrons tous. Un hôpital à Liège qui n'a pas voulu donner la 2e dose, il faudra la donner alors de retour dans la maison de repos, éventuellement lors de notre 3e passage. Vous commandez une dose supplémentaire à ce moment-là pour faire la vaccination. Elle sera donc évidemment décalée dans le temps par rapport à la situation idéale, à moins que la personne ne revienne avant que la 2e dose n'ait été distribuée dans la maison de repos, et alors évidemment la personne peut l'avoir à ce moment-là. Les patients greffés sont maintenant sur le bureau du Conseil supérieur de la santé, qui doit remettre un avis mis à jour pour les comorbidités prioritaires, puisqu'on a évidemment de nouvelles données. On a beaucoup plus de données aujourd'hui que celles sur lesquelles était basé l'avis du Conseil supérieur en juillet de l'année passée par rapport aux groupes prioritaires, aux comorbidités qui sont plus à risque de vaccination, de Covid sévère, et qui donc justifient une vaccination. Anticorps neutralisants, parlez-vous des IgG ou d'autres anticorps? C'est l'ensemble des anticorps contre le virus. Il y a plusieurs classes, ça dépend si c'est les muqueuses ou si c'est dans les cellules, dans le torrent circulatoire circulant. Quid si aucun frigo médical ou pharmaceutique n'est présent dans l'institution? Il faut alors dégager un frigo. Alors, le frigo, c'est des frigos normaux pour conserver entre 2 et 8 degrés. C'est les frigos classiques. Donc, ce qu'il faut faire alors, c'est dégager un frigo alimentaire, le nettoyer et l'employer ce jour-là pendant les 48 heures nécessaires pour le médicament, et puis il peut retourner à son usage habituel. Voilà, j'ai répondu. C'était, je pense, la dernière question. On est d'ailleurs déjà largement au-delà de notre temps. Je vais peut-être ajouter quand même une réponse à une question qui m'a surpris, qui n'était pas présente, qui est la question sur les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Donc, 3
3 situations pour les femmes en âge de procréer, les femmes qui sont enceintes. On continue à ne pas recommander la vaccination aujourd'hui, mais avec quand même pas d'une manière de très grande fermeté. Donc, dans beaucoup de recommandations, on dit que s'il y a des risques particuliers, qu'il y a une volonté vraiment de se faire vacciner, on peut le faire, mais on ne le recommande pas parce qu'on a encore très peu de données en cours de grossesse, même si on a maintenant des données de laboratoire sur la toxicologie en termes de malformations, fausses couches, etc., qui sont toutes positives. Donc, il n'y a sur les modèles animaux aucun impact de la vaccination sur la grossesse. Néanmoins, on reste prudent. Par contre, en ce qui concerne les femmes allaitantes, là, la recommandation a évolué puisqu'on recommande maintenant de vacciner une femme allaitante comme une autre personne qui doit être vaccinée. C'est la toute dernière recommandation du Conseil supérieur de la santé qui est une évolution. Alors on savait évidemment que si même le vaccin passait dans le lait, ce qui est relativement peu probable, il serait tout de suite détruit au niveau de l'estomac du bébé et le bébé ne se vaccinerait pas. Il ne faut pas compter là-dessus pour immuniser son enfant. En ce qui concerne les femmes qui souhaiteraient être enceintes, la recommandation, qui est une recommandation classique en vaccinologie, c'est de reporter l'arrêt de la contraception à 2 mois après la vaccination. Alors, vous verrez que dans certains pays, dans certains documents, on dit 1 mois. Je pense qu'à partir du moment où on prend cette précaution, la logique est de prendre un intervalle classique qui est celui où, au-delà duquel les effets secondaires des vaccins sont pratiquement inexistants, et donc de pouvoir bien séparer les 2 événements et donc de ne pas après avoir des inquiétudes inutiles. Voilà, on arrive au bout de notre séance. Je vous remercie une fois encore d'une part d'avoir été là et d'apporter un intérêt pour toutes ces informations, mais aussi pour votre très active contribution aux questions dans le chat, parce que je pense que c'est la partie la plus intéressante de notre travail, c'est de répondre à vos questions et d'essayer d'être au plus proche de vos réalités. Je profite de ces remerciements pour remercier une fois encore Jean-Michel, dont je sais qu'il est à peu près sur 3 réunions en même temps, qu'il nous consacre une partie de son temps, et on espère qu'il nous ramène très vite des nouveaux vaccins de bonne qualité pour venir compléter nos besoins, parce que là, pour le moment, on est un peu mis à la diète. Voilà, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Bonne continuation, bonne vaccination dans vos institutions, et on espère tous ensemble en sortir le plus vite possible. On fait en tout cas tout ce qu'on peut pour ça. Merci beaucoup et à bientôt.